Alors, merci beaucoup et merci, Vincent, de m'avoir invité à cette rencontre. J'ai l'impression que vous n'avez pas besoin, d'après ce que Vincent dit au début, vous n'avez pas besoin beaucoup de commentaires pour être motivé dans le secteur agroalimentaire. En fait, personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai eu besoin de motivation. J'avais besoin, j'ai été chef de direction de Rabobank Nord-Amérique du Nord pendant de nombreuses années et j'ai récemment fait une transition. Cette transition, je l'ai faite parce que je voulais changer mon point de vue de faire gérer une banque qui desservait le secteur agroalimentaire pour devenir un investisseur dans le secteur. Et la première chose que j'ai pensé à faire, c'était pendant mon séjour à Rabobank, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation qui se produit dans le domaine agroalimentaire. Il y a beaucoup d'activités, surtout depuis 5 ou 10 ans, depuis que j'ai commencé à me concentrer sur la situation de l'innovation agricole. Et les banques et les fonds qui desservent le secteur, ce que l'on faisait à l'époque, c'est que nous réagissions aux idées qui entraient par la porte. Il y avait de merveilleuses idées au sujet de comment faire produire de la bonne nourriture, mais d'une façon ou d'une autre, j'ai eu l'impression que les grands problèmes au niveau alimentaire n'étaient toujours pas réglés. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de démarrer cette organisation de partenaire qui s'appelle Food Shot, basé sur l'idée de lancement vers la Lune du président Kennedy, quand il a dit « mettons un homme sur la Lune ». Et d'une façon ou d'une autre, tout est venu ensemble et c'est devenu de mission impossible à mission possible très rapidement. Donc, c'est l'idée qui sous-tend la campagne Food Shop que nous venons d'organiser. Nous avons une bonne liste de partenaires fondateurs, de bons directeurs exécutifs. Je ne suis que sur le conseil, mais j'aimerais bien entendre de votre part pour obtenir vos commentaires et vous inviter à participer à l'avenir. Et ça va être très semblable à la campagne de lancement vers la Lune du président Kennedy. On va annoncer un défi sur les grands enjeux alimentaires et on va inviter des entités, qu'elles soient des compagnies en démarrage ou des compagnies établies et des gens de longue date dans l'industrie pour régler ces problèmes. Et une fois que nous allons évaluer ces réponses, les gagnants vont recevoir énormément de financement parce que nous avons réuni plusieurs bailleurs de fonds qui se sont engagés à financer les idées gagnantes. Donc, j'aimerais bien que vous participiez, simplement pour en parler un peu de la mission. La mission sera une question d'une alimentation saine, durable et équitable. Beaucoup de ces questions de durabilité, de santé et de production équitable sont en cours d'être adressées, mais nous allons concevoir un défi qui sera assez gros pour que les gens s'enthousiasment sur la question d'y faire face, mais aussi pour obtenir un mécanisme de financement viable qui va inclure non seulement des participation, mais aussi possiblement des bourses ou des dons et même des prêts. Donc, je vous invite à en l'étudier davantage. Je vais partager davantage avec vous plus tard et je vous invite donc à participer. J'ai mentionné les partenaires fondateurs, bien sûr, quand j'ai commencé à Rabobank. Rabobank était un partenaire fondateur. On a aussi le Fonds Génération, qui est un gros fonds mondial qui investe dans la durabilité. On a Mars, la compagnie de chocolat, qui est un membre fondateur. Harmonia et Acre sont des compagnies de capital risque. L'Université de Californie à Davis se concentre en agroalimentaire et on aura aussi le Stone Barnes Center for Food and Agriculture de New York. Comme je l'ai mentionné, l'idée du processus, ça va être de définir un défi. Nous avons nous mettre à la recherche d'idées novatrices de tous les participants, tous les partenaires et ensuite des solutions vont être évaluées par un panel d'experts et en bout de ligne, quelques prix vont être donnés. Il y en a un, ça va être pour une idée gagnante, mais aussi nous allons reconnaître les gens qui développent de bonnes idées, mais peut-être qu'ils ne sont pas évolutives autant que les idées gagnantes, mais qui sont prometteurs et méritent davantage de recherche. Donc, on aura quelques prix qui sont déjà prévus.
Pour l'idée gagnante, l'idée, ça va être, ça prend un projet évolutif qui peut être grossi. C'est l'idée de la campagne Moonshot. On veut quelque chose qui peut avoir un impact mondial. Dans cette mesure, nous travaillons sur le développement d'écosystèmes. Nous avons déjà des partenaires de financement et nous allons continuer à y travailler. Donc, on a besoin de davantage de participation pour en faire un concept bien ficelé. Comme je l'ai dit, certains des domaines que je vais mentionner qui peuvent vous intéresser. Si vous avez des gens que vous connaissez, et peut-être même vous-même, ou des compagnies avec lesquelles vous investissez ou avec lesquelles vous travaillez, des choses comme le développer des aliments comme le médicament le meilleur marché, donc des nutraceutiques, la sécurité alimentaire. Ça, c'est un domaine que nous allons regarder. La séquestration du carbone et l'agriculture régionale. Donc, nous voulons que vous vous impliquiez et que vous nous fassiez des suggestions. C'est un effort de collaboration. Donc, maintenant, pour le sujet d'aujourd'hui, je commence avec un proverbe chinois qui dit « Creuser le puits avant d'avoir soif ». Et le titre d'aujourd'hui, et pour la conférence, c'est les prospectives. C'est très approprié, perspective, pardon, parce que la perspective change depuis longtemps. La nourriture, le point de vue était que la nourriture va de la ferme à la table. On la produit, on la transforme, on la déplace par différentes entités qui sont de plus en plus mondiales. Et anciennement, les grosses compagnies alimentaires comme General Mills, Food, Kraft et Kellogg définissaient ce qu'un déjeuner, un petit déjeuner devrait être, et ensuite définissait ce que les producteurs allaient produire. Et ensuite, il y avait un réseau de distribution jusqu'aux compagnies de détail, et les gens achetaient en fonction de l'amour qu'ils avaient d'une marque, et ils achetaient cette nourriture et le donnaient à leur famille. Ce point de vue, cette perspective est en mutation. Elle a changé, en fait. Maintenant, c'est de la fourchette à la ferme, parce que le consommateur a tant changé. On a les 10 grandes compagnies alimentaires ont plus de 50 milliards ont perdu 50 milliards de revenus depuis 7 à 10 ans. C'est parce que les consommateurs exigent plus. Le petit déjeuner, le déjeuner et le souper que vous aviez mangé ou les collations entre les deux ne sont plus dictés par les grosses compagnies alimentaires et leur campagne d'image de marque. Les consommateurs ont beaucoup de sources d'informations et c'est eux qui décident ce qui est bon pour eux et ce qu'ils veulent manger. Par conséquent, si on retourne à la ferme, le mouvement de la fourchette à la ferme doit exister et l'agriculture doit réagir à ce consommateur changeant. Et les compagnies ne l'ont pas encore fait correctement parce que les grosses compagnies alimentaires elles-mêmes essaient de réaligner leur stratégie à ce consommateur en mutation. Donc, le dicton, le proverbe chinois « creuser le puits avant d'avoir soif », c'est très approprié parce que le monde a soif de nouvelles nourritures. Et le secteur agricole doit réagir. Et c'est le moment pour le faire. Nous avons encore le temps de nous rattraper aux consommateurs. Et il y a davantage de nouveaux consommateurs qui vont commencer à acheter d'ici 30 à 40 ans, vont nous influencer. Donc, dans la prochaine demi-heure, je vais vous donner une vue d'ensemble de ce qui existe à la fois au niveau mondial, agro-industrie mondiale, de même que ce qui se passe à la ferme. Ensuite, je vais vous parler un peu des tendances que nous observons, davantage du côté innovation, et les bonnes idées qui sont porteuses. Et ensuite, on pourra répondre aux questions. Donc, le point de vue macro de la ferme, c'est que la défense de l'agriculture qui a été bien articulée existe et il n'y a pas de force qui puisse la changer. Et cette cause optimiste, c'est que nous avons une population en expansion. La démographie va augmenter comme ça. On ne peut pas le changer, du moins à court terme. Et non seulement la population est-elle en augmentation, leur niveau de richesse, leurs revenus, la grosseur de la classe moyenne grossit aussi de façon exponentielle. C'est ce qui définit les gens qui consomment de la nourriture. La nourriture qu'ils consomment va aussi changer.
on va aller davantage vers les protéines. C'est aussi une tendance qu'on a vue depuis des siècles. Lorsque la richesse augmente, la demande de protéines et la quantité de protéines dans le régime augmente, ce qui signifie que l'agriculture aura un marché en expansion dans les prochaines 40 ou 50 années, simplement dû au fait que nous avons davantage de bouches à nourrir et que cette population aura davantage de revenus et aura les moyens d'acheter une alimentation de plus grande qualité. Ils auront les moyens de se la payer. Par conséquent, la croissance à long terme, en termes de protéines animales, laitières, ça, c'est coulé dans le béton. Ça ne changera pas. Peu d'industries peuvent prédire leur courbe de croissance. L'agriculture a la chance que cette courbe de croissance est très bien établie et résistera aux forces qui tenteraient de la modifier. Il y a d'autres choses liées à ces forces, mais je crois que cette défense optimiste de l'agriculture existe, sans aucun doute. Ceci dit, ce que nous avons observé, la façon dont les industries ont réagi, sont multiples. D'abord, il y a eu une dispersion de la production alimentaire. Comme on voit sur ce graphique, si vous regardez les histogrammes qui grossissent et non pas celles qui sont stables ou qui diminuent. Donc, les États-Unis et le Canada, leur part de la production de céréales et d'oléagineux a diminué légèrement. Les États-Unis un peu, mais le Canada aussi. Les régions qui ont augmenté sont la mer Noire et l'Amérique du Sud, le Brésil en particulier. Depuis 10 ans, ils ont eu une croissance énorme, une part énorme des céréales et des oléagineux dans le monde. Et sur la ferme, ce qui est arrivé, et ça c'est pour le Canada, le nombre de fermes diminue et les terres en culture sont stables ou en légère hausse, ce qui signifie que les fermes se consolident. Il y a des économies d'échelle que les producteurs veulent exploiter. Donc, en résumé, si vous regardez la chaîne d'approvisionnement mondiale, les tendances, j'ai mentionné qu'il y a de nouveaux produits. Le Brésil ou la région de la mer Noire ont comblé cette demande ou tentent de la combler, cet écart qui existe depuis de nombreuses années. Ça, c'est du côté structurel. Du côté industriel, non seulement à la ferme, mais au niveau de la transformation et du commerce, les gens voient qu'il y a des avantages à avoir une plus grande échelle en termes des intrants qu'ils peuvent acheter à de meilleurs prix. Ils peuvent mieux desservir des clients qui eux-mêmes se consolident, qui achètent ces produits, que ce soit en Chine ou les compagnies alimentaires mondiales, elles aussi se consolident. Donc ça, c'est le genre d'échelle industrielle qui se modifie et les conséquences sont que plusieurs de ces joueurs, qu'ils soient dans la chaîne d'approvisionnement ou face aux consommateurs, subissent beaucoup de pression sur leur rendement et donc ils cherchent des façons d'ajouter de la valeur. Ils s'investissent en recherche et développement, à la recherche de nouvelles marques et de nouveaux produits et ça, on va le voir plus tard en termes de chiffres. Donc, il y a des changements qui surviennent non seulement dans la chaîne d'approvisionnement, mais aussi à la ferme. Et les prochaines diapos dont je vais vous parler vont être basées sur les données que moi j'ai des États-Unis. Et je crois que ces tendances, en général, sont propres non seulement aux États-Unis, mais peuvent s'appliquer au Canada aussi. J'aimerais savoir ce que vous avez à en dire. Donc, la situation actuelle, c'est que nous avons eu des périodes de bas prix. Aux États-Unis, la valeur des terres est en légère diminution, surtout depuis quelques années, et les coûts des intrants demeurent relativement élevés. En fait, les coûts d'intrants ont augmenté de façon substantielle lorsque les compagnies de semences et d'autres intrants sont à la recherche de développer de nouveaux produits. Ils veulent obtenir eux aussi un retour sur le rendement, sur l'investissement en recherche. Par conséquent, les producteurs eux-mêmes ont un stress financier. Ce qu'ils vendent est à faible prix, à un prix déprimé depuis longtemps. De l'autre côté, leur coût d'intrant augmente et ils ont eu à payer davantage et la valeur des terres a diminué. Ça a des conséquences, comme je l'ai dit plus tôt, les fermes se consolident, il y a moins de fournisseurs de services à la ferme,
à cause des consolidations dans l'industrie et par conséquent, lorsque les fermes grossissent, les gens veulent diversifier leur opération, que ce soit obtenir des économies d'échelle en regroupant les fermes, non seulement, mais des fois des regroupements d'entreprises, de fermes, pour regrouper des achats, investir dans de la technologie, agir davantage comme un courtier. Il y a beaucoup d'entreposage à la ferme qui s'est ajouté aux États-Unis. C'est davantage que ce qu'on a vu dans les 25 ans précédents. Donc, ils veulent vraiment agentir comme des commerçants en grains pour s'assurer de pouvoir trouver les meilleurs prix et synchroniser leurs transactions pour profiter des moments où les marges sont les plus élevées. Et ils veulent aussi se rapprocher de l'utilisateur final. On va en parler davantage aussi. Donc, en termes des fermes, les profits sont sous attaque depuis 2013. C'était le moment où les prix des denrées étaient élevés et on a eu le maïs à 8 par boisseau. Ça a diminué de façon significative depuis. Et si vous regardez l'année dernière, c'était la 4e ou 5e année, dépendamment de comment vous regardez, 2017, de diminution de prix à la ferme aux États-Unis. Donc, ce qui a commencé en 2013 par un pic, maintenant, c'est stabilisé depuis la dernière année, lorsque les producteurs se sont disciplinés en termes de leur gestion des coûts et leur discipline en ensemencement et optimisation des rendements. Mais ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que la situation se stabilise, mais n'augmente pas. Beaucoup de gens s'attendaient, étant donné que c'est un domaine cyclique, qu'une fois que les choses vont se renverser, ça va revenir à l'état que l'on avait il y a quelques années. Mais la constitution technologique des gens est qu'ils regardent le dernier cycle et ils s'attendent à ce que le prochain cycle va être identique. Mais nos modèles économiques démontrent que dans les faits, ce ne sera pas comme le dernier cycle. Voici le modèle des prochaines 5 années qui prend en compte de nombreux facteurs. Un des facteurs qu'on n'a pas pris en compte, c'est le dérangement provoqué par la nouvelle administration américaine, mais à long terme, je ne crois pas que ce sera un facteur majeur. Ce que notre modèle démontre, c'est que si vous le prenez comme prophétie pour l'agriculture en général, ça va être autour de 3,5 par boisseau jusqu'à 4,25 $. Et donc, les jours du maïs à 8 d'un point de vue offre et de demande ne semblent pas être près de revenir, ce qui signifie que la production agricole ne verra pas une augmentation cyclique comme la dernière fois, mais plutôt une période prolongée de rendement bas. Peut-être légèrement positif, mais c'est évident qu'on n'aura pas des années charnières comme on en a déjà eu. Bon, pour vous donner la perspective, le dernier cycle haussier qu'on a eu, si on regarde les 10 ans de 2001 à 2011 ou 2003 à 2013, on a eu plus de nombreux mois de croissance où la croissance était presque de 300 %. Ça, c'était sur 114 mois. C'est peu susceptible d'être répété. On va plutôt avoir des cycles comme 92 à 96 ou 86 à 88 lorsqu'il y a eu une augmentation légère de 33 à 39 % et ça a duré de 23 à 44 mois. Ça, c'est le portrait que nous risquons de voir dans ce cycle. Et les producteurs et les gens qui leur fournissent des intrants ou achètent leurs produits doivent s'ajuster à ces attentes. Et certains le font, mais d'autres pas. Et ceux qui le font ont déjà négocié de grandes transactions. Sur 18 mois, il y a eu des transactions dépensant 300 milliards en valeur. C'était sans précédent, peu importe l'industrie. Donc, les grosses transactions que vous voyez à l'écran, Bayer, Monsanto, Agrium Potash, ChemChina, Syngenta, Dow DuPont, ces transactions ont toutes eu lieu et ont été mues par les mêmes sources. Rendement à la ferme ou rentabilité à la ferme qui diminue,
leur recherche et développement n'était pas aussi prolifique qu'ils espéraient, donc ils ont besoin de trouver de nouveaux produits et services, mais surtout au niveau des services, parce qu'ils veulent se transformer leur compagnie, transformer leur offre de produits vers services intégrés à la ferme. C'est là où ils croient qu'ils peuvent ajouter de la valeur dans le monde de fermes qui se consolident et veulent optimiser leurs intrants et leurs extrants. Non seulement ces 4 grandes transactions, il y a la concurrence pour les céréales et les forces que j'ai décrites ont donné des transactions partout dans le monde. Voici quelques exemples des transactions mondiales qui ont eu lieu. Et, en général, on peut se demander quels sont les impacts de ces consolidations dans le secteur. L'impact va être positif pour les producteurs. D'un côté, il y aura peut-être du pouvoir d'achat que ces consolidations vont donner, mais là où il y aura des avantages, surtout, c'est que les producteurs auront de meilleurs produits et services. Et ça, c'est la grande logique pour ces transactions. Donc, grosso modo, les producteurs vont bien s'en sortir. Les fabricants d'engrais et les céréales et oléagineux, les gens dans la chaîne d'approvisionnement, c'est difficile à évaluer. Ça dépend de leur propre positionnement. Ça peut être positif, légèrement positif ou même négatif, mais ceux qui vont être les moins bien servis sont les distributeurs. D'un côté, ils auront à transiger avec des fournisseurs consolidés, mais de l'autre côté, ils auront quand même des producteurs qui ne sont pas en position pour dépenser davantage et pourront être desservis directement par les gros fournisseurs d'intrants. Donc, grosso modo, je crois que les producteurs vont être mieux desservis par cette consolidation. Les distributeurs vont être un peu écrasés et on va voir un élagage. Et cette tendance de consolidation va se poursuivre. La consolidation va à la fois se poursuivre et l'évolution va se poursuivre dans les prochaines années parce que ces principales forces que je viens de vous décrire ne disparaîtront pas. Il y a encore des choses à venir. Les prix des denrées faibles, la volatilité dans le marché, la concurrence à l'exportation et les troubles au commerce international vont jouer un rôle. La croissance des superficies est limitée, surtout dans cette partie du monde, et il y a cette complexité de l'industrie en termes de avec qui vous transigez, et ça va augmenter. Et donc, toutes ces forces, tous ces facteurs, et même la consolidation dans le domaine des produits et services ne sont pas terminés. On n'a rien vu encore. Ça va se poursuivre dans les années à venir. Donc, ces forces vont agir et ces facteurs vont affecter le secteur agroalimentaire à l'avenir. Maintenant, même si on a parlé de la chaîne d'approvisionnement, ce qui se passe à la ferme, beaucoup de choses changent derrière la scène. Nous avons fait un sondage d'un grand nombre de PDG de compagnies agricoles, des compagnies non seulement aux États-Unis, Canada et Mexique, mais aussi en Asie, en Europe et en Amérique du Sud. Et ils ont développé les tendances qui les préoccupent. Ça peut se résumer en 6 grandes catégories. Tendances macroéconomiques, ils sont préoccupés par la croissance économique. Les gens ont vu une période de croissance, mais ils se préoccupent à savoir si c'est durable. Ils sont très préoccupés par les risques géopolitiques. Je crois, après le 11 septembre, aucun grand événement n'est arrivé, mais on a un sentiment de malaise qui est palpable en termes de risques géopolitiques. Ils sont préoccupés par la durabilité. Beaucoup de ces grosses compagnies, pendant une certaine période, soit ont mis de côté cette préoccupation ou l'ont vue comme un enjeu secondaire, quelque chose que leur département de marketing gérait. Maintenant, c'est rendu au cœur de leurs préoccupations dans leur CA. Ils regardent les questions d'exploitation, comme la chaîne d'approvisionnement, la main-d'œuvre qui change, et il y a aussi les tendances à la consommation que je vais mentionner plus tard, et la réglementation. Donc, ce sont les 6 grandes catégories qui les préoccupent. Et en bas, les tendances à la consommation, beaucoup de gens parlent des changements de population et l'impact des gens de la génération Y, les milléniaux.
et comment ça nous affecte en tant que consommateurs. Et même si les milléniaux, c'est une grosse tendance, 35 de la population est devenue la plus grosse génération et a beaucoup de pouvoir dans les décisions d'achat. Si vous regardez les autres tendances, les autres tribus, si on les appelle comme ça, qui affectent la façon dont les consommateurs prennent des décisions. Il y a 27 des ménages aux États-Unis qui sont des ménages à une seule personne. 70 des ménages n'ont pas d'enfants de moins de 18 ans. Les femmes dans la main-d'œuvre représentent 47 Ce sont tous des facteurs qui mènent à des décisions différentes sur la nourriture que ces ménages vont acheter ou les décisions qui vont se prendre dans ces ménages. Donc, je crois que lorsque l'on parle de la composition de la population qui change, il n'y a pas qu'une tendance. Ce n'est pas les baby-boomers qui s'en vont à la retraite. Et on ne peut pas définir un baby-boomer et dire voici comment toute la population va se comporter. Non, il y a beaucoup de tribus qui vont avoir des décisions différentes. Et les gens qui peuvent lire ces tendances vont être ceux qui vont réussir dans le développement de produits et services qui vont réussir dans le marché. D'un autre côté, la technologie transforme nos vies. Nous le savons tous. Mais ce que j'aimerais mentionner, c'est que même dans les pays les plus avancés comme les États-Unis ou le Canada, où 89 de la population a accès à l'Internet, en fait, 10 ne l'ont pas. Et si vous regardez les régions rurales, 40 de la population n'a pas accès aux larges bandes. Donc, il y a encore un impact de la technologie, surtout dans votre secteur, encore une fois, est encore à venir. Mais au niveau de la pénétration de la bande à haut débit, lorsque ça va pénétrer les régions rurales et lorsque toute la population aura accès à la technologie, ça va continuer à avoir un impact à la fois sur le genre de nourriture qui est produite, la gestion des fermes, mais aussi la nourriture qui est choisie à être achetée par cette population. Donc, les 5 grandes tendances au niveau des préférences des consommateurs, santé, bien-être, transparence, commodité et nouveauté sur mesure, tout le monde veut acheter quelque chose qui leur tient à cœur, qui représente leurs valeurs. Tandis que, si vous regardez cette tendance, celle que j'aimerais mentionner, c'est le consommateur hybride. Donc, vous aurez beaucoup de produits à valeur élevée, peut-être à marge élevée, qui vont être en demande, mais les gens vont exiger de la valeur. Donc, ce que vous allez voir, c'est qu'il y aura cette courbe en forme de cloche avec des produits à haute valeur, à haute marge, vont avoir de nouveaux marchés qui vont s'ouvrir à eux, mais les produits de grande consommation à faible marge ne disparaîtront pas. Il y aura toujours une demande pour ces produits. Mais encore une fois, les attentes de qualité dans les deux catégories vont être beaucoup plus élevées qu'elles ne l'ont été dans le passé. Comme je l'ai mentionné, les points de vue changent. Ça passe de ferme à table, de table à ferme, mais beaucoup de pression vient d'un côté de la chaîne d'approvisionnement, le consommateur, mais de l'autre côté, le fait qu'il faut utiliser nos ressources de façon plus efficace. Ça, c'est l'autre contrainte que nous avons. Si vous regardez la chaîne de valeur, les contraintes se trouvent aux deux extrémités. Le consommateur change, il exige des produits de haute qualité à haute valeur, mais de l'autre côté, nous avons une vraie contrainte en termes de nos ressources. Il faut les utiliser plus efficacement, mais on n'a pas une quantité illimitée de ressources naturelles. Et en fait, le secteur agricole a été extrêmement efficace pour fournir des produits abordables en quantité aux transformateurs et aux consommateurs. Et sur ce graphique, à l'écran, montre que la production alimentaire a augmenté sans cesse depuis les dernières 6 décennies. Et même avec une baisse des achats, le secteur agricole fournit davantage de nourriture à moindre coût
de façon très efficace depuis très longtemps. Mais si vous regardez d'où vient la croissance, et beaucoup dans la salle est économiste, donc vous allez voir que le plus gros de cette augmentation, si vous regardez chaque période couverte par la USDA, c'est-à-dire environ une décennie, le plus gros de la croissance vient de ce qu'on appelle la productivité totale à l'hectare. C'est quoi au juste? Je vais vous l'expliquer, mais d'abord, ce sont des données américaines, mais voici des données mondiales. En Amérique du Nord, la production agricole, si c'était 100 aujourd'hui, c'est rendu à 2,48, c'est-à-dire en 2010, lorsque les dernières données étaient disponibles. Donc, on a eu une augmentation de 2,5 fois depuis 1960 en termes de production agricole. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, dans les pays développés, ça s'est passé de 100 à 358, donc 3,5 fois. Et dans les pays intermédiaires, c'est passé de 100 à 4,29. Donc, la croissance est venue. L'Amérique du Nord a été remarquable, mais les autres régions du monde ont rattrapé et ont même été plus remarquables. Mais si vous regardez d'où vient la croissance en Amérique du Nord, ce sont les engrais et les semences qui représentent le plus gros de cette augmentation. La main-d'œuvre a diminué et les terres, la disponibilité de la terre est demeurée stable et a augmenté légèrement en termes de valeur, simplement parce que le prix des terres a augmenté. Mais la plus grande contribution a été de la part des engrais et des semences, un peu de la machinerie. Donc, si vous regardez comment nous pouvons poursuivre cette croissance, il n'y a pas beaucoup que l'on puisse faire encore. On a vu la productivité qui a augmenté dû à avoir davantage d'engrais, de pesticides et de germicides. On est arrivé à un plateau. Donc, on ne peut pas exploiter davantage. Oui, il y a d'autres endroits dans le monde où, surtout dans les pays moins avancés, où ils ont beaucoup à faire. Ils peuvent suivre la voie que nous avons suivie en Amérique du Nord pendant un certain temps encore. Mais pour nous, nous avons de vraies contraintes à utiliser ces facteurs de croissance comparés au passé. Donc, ça, c'est à la ferme, les limites de ressources que je voulais mentionner. D'un autre côté, les grosses marques, les grandes marques, perdent de la part de marché, sauf pour des catégories comme le beurre et les barres alimentaires. Dans les autres catégories, les grandes marques ont perdu des parts de marché, les grandes barres bleues, et les petites marques privées sont celles qui ont gagné en part de marché. Et ça, c'est suite à de nouvelles tendances, des modes. Le sans gluten, c'est une mode, même si sans gluten, c'est seulement pour les gens qui souffrent de maladies cœliaques, mais 30 des gens, et encore une fois, ce sont des données américaines, et 30 des gens donc, disent qu'ils veulent diminuer leur consommation de gluten. Et ce sont des gens c'est une mode. Si vous regardez l'impact que ça a eu, il y a eu une diminution de 10 de consommation de blé aux États-Unis. Ce n'est pas seulement une mode, c'est une tendance mesurable, un déclin mesurable. Donc, certaines de ces tendances ont un impact et ouvrent des catégories qui sont très larges. Si vous regardez presque toutes les catégories de grains, le pain, les céréales, les biscuits, a décliné. La seule catégorie qui a augmenté, ce sont les biscuits de collation. Une autre tendance, le bio. Et encore une fois, ce n'est plus une tendance. Le bio, comme catégorie, a eu une croissance de plus de 34 milliards de dollars depuis 5 ans. Et la croissance est à un taux moyen annuel de 10 Donc, encore une fois, ce n'est plus une mode ni une petite catégorie marginale où les gens peuvent jouer dans leur petit carré de sable. Non, c'est une grosse catégorie. Et si vous regardez où les intrants viennent dans cette catégorie d'aliments bio, si vous regardez le maïs et le soya, les États-Unis sont le plus gros producteur, et le Canada, de maïs et de soya, mais les plus grosses importations au niveau d'importation sont dans ces deux catégories. Donc, il y a il y a un problème. Pour desservir un marché qui s'ouvre, qui est devenu important dans une situation géographique qui est porteuse pour la production de maïs et de soya, il faut presque tout importer.
Donc, il y a des changements du système qui doivent se produire parce qu'il n'y a aucune raison que ces producteurs de maïs doivent importer la version bio de ces cultures. Les autres changements, c'est que les experts influencent, ce sont les consommateurs qui influencent ces tendances, pas vous les experts, les agronomes, les nutritionnistes et tout le reste. Ce sont ceux qu'ils vont choisir comme gourou. Ça peut être quelqu'un sur YouTube. Un bon exemple, c'est qu'il y a eu une question au sujet des... est-ce que les barres de granola sont santé? 70 des nutritionnistes ont dit non, mais dans le public, la réaction a été le contraire. Ils se disaient que, hey, c'était santé. Très rapidement, en termes de comment l'agriculture peut-elle réagir, elle commence déjà à se réagir. Si vous regardez les nouvelles innovations qui sont offertes dans toutes les catégories, que ce soit en protéines, déchets alimentaires, augmenter la productivité à la ferme, s'adapter à un nouvel environnement, ou bio-ingénierie, une nouvelle source de nourriture. Beaucoup de compagnies, certaines énumérées là, que j'ai vues, il y en existe d'autres, et beaucoup au Québec aussi, qui se concentrent sur cette tendance. Mais la conclusion que j'aimerais vous laisser, c'est comment l'agriculture peut-elle réagir, c'est qu'il faut regarder au-delà des produits courants. Ça se fait déjà au Canada. On appelle ça l'effet de la longue queue. Si vous regardez ou la longue traîne. Si vous regardez les ensemencements de grandes céréales, la plupart sont stables, mais celles qui augmentent, comme les légumineuses, les pois, les lentilles, ce sont des catégories en croissance. Il est clair que ça montre que ça dessert ce marché croissant de protéines alternatives. Un autre bon exemple, c'est le lait. Si vous regardez votre lait de consommation comme catégorie, il y a eu une diminution de 5 depuis les dernières années. Mais d'un autre côté, les laits alternatifs, les breuvages alternatifs, le breuvage à l'amande, au riz, au soya, à la noix de coco, il y a eu une augmentation de 9 année sur année. Et c'est une grosse catégorie. Vous pouvez avoir des compagnies, des produits viables dans ces catégories. Donc, ça, c'est la première leçon. Il faut regarder au-delà de l'ordinaire. Il y a beaucoup de marchés, de créneaux, si vous avez de bons produits et services. Le deuxième, c'est l'utilisation des données et des technologies. Et ça, c'est quelque chose qui se produit, les mégadonnées, la technologie, les algorithmes, les systèmes alimentaires plus intelligents, ça va se poursuivre. Plus rapidement, vous pouvez apprendre à les utiliser et les utiliser dans votre entreprise, mieux ce sera. Et voici les catégories 9 en termes d'investissement de technologie agricole que nous suivons. Et j'ai été un peu surpris que le maximum d'investissement, c'était dans le commerce alimentaire électronique. Il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de capital de risque investi dans cette sous-catégorie plutôt que dans la biotechnologie agricole ou l'Internet des choses ou la robotique, qui existent aussi, mais elles ne suscitent pas autant d'intérêt que les catégories comme le commerce électronique. J'espère que vous, dans cette salle, vous allez avoir une façon plus équilibrée dans votre approche d'allocation de capital. Et je crois que ça va se produire après ces grandes transactions. C'est normal que ça se produise après ces fusions et acquisitions. Bon, je vais sauter certaines diapos. Il y en a qui vont parler de commerce mondial, mais le grand message, c'est qu'il n'y a aucune façon pour les États-Unis de mettre à risque son commerce agricole. C'est une des rares catégories aux États-Unis où ils ont un équilibre commercial positif. Ici, on voit les exportations agricoles et la balance commerciale est positive. Donc, malgré la rhétorique, je vous suggère qu'il n'y aura pas grand changement, du moins dans ma lecture. Mais ce qui peut changer, c'est qu'il y aura une tendance vers des produits à valeur ajoutée de la part du secteur agricole, plutôt que simplement des denrées de base comme des céréales et oléagineux qui vont être exportés. Donc, la dernière chose que je voulais mentionner comme message, c'est que on a parlé des changements du point de vue de la ferme à la table, et ça, c'est le nouveau normal ici.
les entreprises doivent réagir. Les consommateurs veulent s'éduquer sur la provenance de leur nourriture. Ils ont les mêmes valeurs que les producteurs en termes de soins des animaux, responsabilité à la terre. Mais ces deux groupes ne se parlent pas. Donc, il est du devoir du secteur agricole de communiquer qu'ils aient une relation directe avec le consommateur ou pas, mais c'est le devoir du secteur agricole de créer des liens avec les consommateurs, parce que c'est comme ça que vous allez savoir quoi produire, les bons produits, en utilisant les méthodes appropriées et avec le bon écosystème pour une croissance holistique d'ici 20 ou 30 ans. Et certains d'entre eux ont réussi à le faire, mais nous devons être mieux branchés entre les consommateurs et les producteurs partout au monde, pas seulement au Canada ou aux États-Unis. Je pense que cette connexion doit s'améliorer partout au monde et doit être encouragée. Donc, j'ai commencé avec un dicton chinois. Je vais terminer avec un autre qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. » Et je crois que c'est non seulement le deuxième meilleur moment pour l'agriculture, c'est le meilleur moment pour l'agriculture. Si vous regardez l'histoire récente, il n'y a pas eu autant d'innovation, ni autant de capital disponible, ni autant de demandes de la part des consommateurs pour appuyer une nouvelle éclosion d'idées en agriculture. Donc, c'est votre moment. Vous devez le saisir et vous assurer de le faire avancer vers les bons objectifs et les bons produits à l'avenir. Alors, sur ce, je suis prêt à répondre à vos questions.